politique, mais il y avait une Cette conversation va être de enregistrée. développer un réseau maghrébin sur lequel le CIRIST a beaucoup travaillé, mais malheureusement, après, on a abandonné parce que dès qu'on a eu accès à Internet, on s'est dit, bon, ça fait partie de notre projet plus grandiose que de connecter les pays maghrébins. On passe à la diapo suivante. Alors, les projets structurants du système national, c'était d'abord les contenus, parce que le plus important, c'est de mettre des contenus pour lesquels, quand on parle de l'IST, c'est les articles, c'est les thèses, c'est la rapport de recherche, c'est les films scientifiques, c'est toute la panoplie de contenus de différents types et de différentes formes. Donc, il y a les programmes, projets structurants, on va en parler. Donc, il y a les contenus. Et puis, il y a les aspects importants qui ont mené. Je vous ai dit que la disparition des autres centres sectoriels, des autres secteurs ont disparu parce qu'il n'y a pas eu cet aspect recherche-développement, cet aspect informatisation qui était absente dans la politique de ces centres-là, qui ont fait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés et qui ont disparu. Le CIRIST, grâce à sa vision son support recherche-développement, grâce à sa vision d'informatique, d'utilisation à outrance de l'outil informatique, de la numérisation des technologies, c'est ça qui a permis la pérennisation du CIRIST et de ce système-là, et donc qui a donné ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous rappelle que l'informatisation n'a pas touché uniquement le secteur de la documentation au niveau de... Je vais vous donner un exemple très illustratif. Vous savez que pour aller retirer sa nationalité truc judiciaire, là, que vous avez la possibilité d'aller tirer dans votre circonscription, avant, il fallait aller à la mairie de naissance ou à la daïra de naissance pour tirer son casier judiciaire ou sa nationalité. Et c'est le CIRIST qui a fait ce système-là dans le début des années 90. Début des années 90, le CIRIST déjà a mis en place ce système-là pour le système judiciaire. Pour vous dire à quel point c'était la stratégie de développer l'informatisation, la numérisation de technologie pour arriver à cette situation-là. Et puis, bien sûr, l'aspect formation sur laquelle on a accès et pour lequel je vais dire un mot à la fin. La formation, on a accès beaucoup à la formation. Mais avant ça, en parlant d'informatisation, l'effort a été mis sur l'information des bibliothèques universitaires en essayant d'offrir bien sûr un logiciel et puis un soutien des informaticiens et des documentalistes du CIRIST au profit des bibliothèques universitaires. Malheureusement, ces bibliothèques-là ont connu un peu de retard à cause de manque de personnel qualifié, mais l'effort du CIRIST pour aller dans ce sens-là a été important et je pense que maintenant, vous voyez quand même au niveau des bibliothèques universitaires, il y a un effort pour l'informatisation. On passe à la diapo suivante. Alors, les plateformes. Bien sûr, pour pouvoir parler de réseau et d'accès distant et faciliter l'accès aux utilisateurs comme vous le connaissez aujourd'hui, l'accès à toute la documentation, que ce soit acquise de l'étranger ou produite localement, il fallait penser à mettre en place des plateformes justement et des logiciels qui permettent de prendre en charge la production, l'acquisition pour les bases de données étrangères et puis la production des bases de données nationales et puis utiliser des plateformes technologiques, pas uniquement pour l'accès aux utilisateurs, mais aussi pour permettre aux acteurs qui sont principalement les bibliothèques de pouvoir travailler aussi en ligne, en collaboration avec le CIRIST pour produire que ce soit des catalogues collectifs nationaux, que ce soit des bases de données nationales. On va voir des exemples, comment ça travaille dans le cadre de plateformes technologiques collaboratives entre le CIRIST et les différentes bibliothèques. Et puis, l'aspect logiciel pour, bien sûr, informatiser le travail de la documentation locale.
Et puis, bien sûr, le couronnement de tout ça, c'est ce qu'on appelait le portail, le guichet unique, qui est le portail que vous voyez aujourd'hui, le SNDL. Pourquoi on l'appelait guichet unique? Parce que ça permet d'accéder à travers cette plateforme, à travers ce guichet, ça permet aux utilisateurs d'accéder en même temps à tout ce qui est produit, que ce soit acquis au niveau international ou aux produits au niveau local, et puis accéder à un certain nombre de services, et puis pouvoir aussi travailler en collaboration en ligne. On va voir quelques exemples, vous allez peut-être, vous ne savez pas, mais je vais vous montrer un exemple très significatif tout à l'heure sur la question de la collaboration et de travail en ligne qu'on a essayé de développer depuis, sur lesquels on travaillait depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, ce guichet unique, il contient des portails orientés communication, valorisation, je vais donner des exemples, et puis des portails orientés plutôt travail collaboratif et des portails orientés production de contenu. Je vais aller plus vite, un peu plus vite. Diapo suivante. Alors là, vous voyez la carte de l'Algérie et puis le réseau académique, la plateforme technologique qui relie tous les établissements. Il y a de grandes connexions entre Est-Ouest, entre Centre-Est, Centre-Ouest et Centre-Sud. Et puis, au niveau des points de concentration, sont reliés tous les établissements donc, de l'enseignement supérieur. Et donc, vous voyez que tous les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont reliés entre eux à travers un réseau local au sens national, et puis les flèches rouges là, c'est des connexions soit sur Internet, soit sur le réseau similaire européen Géant 2. Et donc, il y a un travail qui a été fait au niveau national pour interconnecter les établissements et puis les interconnecter au réseau européen et puis à Internet sur plusieurs liaisons. L'importance du réseau local, c'est qu'on peut s'en passer, on peut ne pas utiliser Internet. Donc, c'est un réseau qui travaille comme dans la logique d'Internet, mais en local. Donc, on peut ne pas avoir une liaison sur Internet et communiquer ce qu'on a entre nous dans les bibliothèques. On passe à la diapo suivante. Alors, voilà le portail guichet unique, SNDL, qui permet d'accéder à un certain nombre de services en termes de contenu, en termes de collaboration. Vous avez des bases de données étrangères acquises à travers des abonnements payants. Vous avez des bases de données en accès libre. Et puis, vous avez des portails, donc des portails dédiés qui sont dédiés à la production nationale. Et puis, vous avez un certain nombre de services comme les facs, comme les contacts, comme les formations, etc., comme l'actualité, etc., et puis la connexion à travers des comptes. Cette question de connexion à travers des comptes, c'était, Madame Nadine peut nous confirmer ça, c'est qu'on était le premier pays à penser, à négocier avec les éditeurs pour que les accès ne se fassent pas uniquement par les adresses IP. Parce que la logique de tous les éditeurs, pas uniquement Elsevier, mais tous les éditeurs ont des abonnements, même dans les pays développés, les accès, ils se font sur les adresses IP. Nous, dès qu'on a pensé à mettre en place les abonnements, on s'est dit, on s'est entendu, on a négocié, c'était pas facile, c'était très dur, mais on a négocié pour que les connexions se fassent à travers des comptes. Pourquoi? Parce qu'on savait que déjà au niveau des universités, il y a des problèmes de réseau d'accès, de postes. Et puis on s'est dit, il faut que notre chercheur, notre étudiant puisse accéder de n'importe où, de chez lui, d'un cybercafé, de l'université. Il peut accéder à travers un compte. Et là, je vous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons deux types, d'abord en termes de contenu, nous avons deux types de bases de données. Il y a les bases de données référentielles
Il y a les bases de données en texte intégral, bien sûr, et dans ce service-là, ce qu'on appelle base de données en texte intégral ou référentiel, il y a ce qui est national, produit localement en collaboration avec les bibliothèques universitaires, et puis il y a ce qui est accessible à l'étranger. Et comme j'ai dit, ce guichet unique, il permet d'avoir des services qui sont accessibles à travers des comptes individuels avec un accès distant. On passe à la diapo suivante. Alors, production scientifique internationale, comme vous voyez, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est des bases de données multidisciplinaires classées en 4 grands domaines, les sciences et techniques, les sciences de la vie, les sciences humaines, les pluridisciplinaires. Et puis, vous avez des bases de données spécialisées. Les abonnements, ça dépend des besoins, comme E3E, il y a des bases de données informatiques, il y a des bases, mais il y a des bases pluridisciplinaires. On passe. Ça, c'est pour la production, les bases de données acquises de l'étranger. On passe, s'il vous plaît. Alors, pour la production scientifique nationale, vous avez une plateforme, je pense que vous la connaissez tous maintenant, la SGP, qui a été développée par le CERIST et qui avait comme objectif 1 de valoriser le revenu national, de faire des économies parce que vous savez, la production de revues, ça coûte excessivement cher. Et puis, il est difficile pour les laboratoires, les établissements, chaque fois d'éditer des revues, c'était lourd et c'était coûteux. Donc maintenant, ça ne coûte plus rien. Les éditeurs, ils peuvent éditer de manière électronique tout. Et c'est un portail qui prend en charge tous les processus. L'appel pour les chercheurs et les doctorants pour proposer des articles, jusqu'à le comité scientifique, la validation et puis l'édition de la revue électronique. Tout ça se fait à travers le portail donc en ligne. Vous avez aussi l'exemple type qui a commencé un peu tôt, c'est le Fonds national des thèses. Maintenant, vous savez que le thésard, quand il s'inscrit, il a un compte, il peut introduire son sujet, le conseil scientifique peut le valider ou donner des remarques en ligne, et puis quand il soutient, la bibliothèque met une copie directement en ligne. Donc tout le processus est informatisé et tout le monde accède en ligne, ce qui va permettre maintenant d'avoir une plateforme qui contient plus de 70 000 thèses qui sont accessibles, qui vous sont accessibles aujourd'hui avec des clics. Et puis, on a aussi, ces 2 dernières années, travaillé avec l'OPU et on a produit une plateforme pour les publications pédagogiques, les ouvrages pédagogiques qui sont publiés par l'OPU. La plateforme est prête. La base de données contient tout ce qui est produit par l'OPU, mais malheureusement, ce n'est pas encore ouvert pour les étudiants, les enseignants, parce qu'il y a des problèmes de contrat entre l'OPU et le ministère qui n'a pas encore trouvé la formule pour payer l'OPU, pour rendre accessible gratuitement tous les ouvrages de l'OPU que vous achetez cher et puis que vous ne trouvez pas des fois. J'espère qu'un compromis sera trouvé facilement pour vous donner l'accès à ces ouvrages, surtout pour l'aspect pédagogique et puis pour les aspects base de données référentielles. Je vais aller plus vite, vous passez à la diapo suivante. Donc, vous avez aussi un grand travail qui se fait avec les bibliothèques universitaires pour essayer de les moderniser et puis pour essayer d'en faire un réseau qui permet une entraide entre les bibliothèques pour une informatisation de qualité et puis des notices de qualité. Donc, il y a un portail qui est dédié pour les bibliothèques, on passe. Et puis, vous avez le catalogue collectif algérien qui a commencé dans les fin des années 80 et qui a pour objectif de vous donner toutes les références bibliographiques de tous les ouvrages, de toutes les thèses, tous les mémoires qui se trouvent dans les bibliothèques. Donc, si vous accédez, bien sûr, ce n'est pas toutes les bibliothèques qui participent ou en partie, mais en principe, l'objectif, c'est de rendre d'avoir une connaissance de ce qui existe comme ouvrage, comme thèse, comme revue dans les bibliothèques, et surtout donner l'existence, c'est-à-dire le lieu où existe tel ou tel ouvrage. Donc, c'est un travail qui se fait aussi en ligne, où les bibliothèques introduisent leurs notices. Ils sont un peu revus et améliorés par le CERIST. Ils sont accessibles. Quand vous faites une recherche, il vous dit quel ouvrage il existe dans telle bibliothèque.
bien sûr, ça donnerait une possibilité en principe aux bibliothèques de faire des échanges entre bibliothèques, de permettre à des utilisateurs, par exemple, d'aller chercher un ouvrage, de savoir qu'il existe un ouvrage à Ouergla ou à Tlemcen ou à Oran. Donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous pouvez accéder, il y a de l'information là-dessus, on passe. Alors les thèses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un portail qui a permis, pour une fois, parce que vous savez, avant ça, les thèses, ils étaient dans les bibliothèques, il n'y avait même pas un fichier cartonné comme il existait, c'est juste des recherches. Donc pour aller chercher une thèse qui existe quelque part, c'était impossible. Maintenant, vous avez votre signalement de sujet qui se fait en ligne, la validation se fait en ligne, et puis l'accès se fait à la thèse en texte intégral, bien sûr, pour les thèses qui sont développées par qui existent au niveau des bibliothèques. Le rôle du CIRIS, c'est de mettre l'outil, d'assister les bibliothèques, mais le rôle des bibliothèques, c'est d'alimenter justement, et le rôle des services de post-graduation, c'est d'essayer d'alimenter en sujet, et puis les bibliothèques d'alimenter en thèse soutenue. Et donc, on espère, avec un certain temps, d'avoir toutes les thèses qui sont soutenues et qui existent dans les bibliothèques universitaires, qui sont accessibles à tout le monde à travers le compte. Et donc, ça, c'est un travail considérable qui a été fait et que vous avez accès aujourd'hui. On passe. Alors, les revues scientifiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, vous voyez 109 000 articles qui sont déjà de 524 revues qui sont déjà 524 revues sont maintenant en ligne. Elles sont produites en ligne. Ce n'est pas juste les articles qui sont scannés. Maintenant, tout le processus se fait en ligne. Et vous avez quand même 129 000 articles qui sont mis en ligne. Et on espère que ça va se développer encore plus. Et ça aussi, c'est un service qui a été fait. La plateforme a été développée pour essayer d'aider les laboratoires et les établissements à mettre en place des revues électroniques facilement, sans aucune dépense, en quelque sorte. Et puis, ce qui est plus important, ça permet aussi de rendre accessibles ces articles-là et ces revues-là, et puis par les chercheurs. Et puis, il y a un travail qui se fait sur la question de la qualité, avec la classification des revues, etc. Tout ce travail-là, ça a été réfléchi, puis mis en place, et ça commence à donner ses fruits. On passe. Alors, pour les perspectives, bien sûr, il y a tout un travail qui a été fait qui donne accès, mais pour nous, il y a toujours cette question d'évaluation, cette remise en cause de ce qu'on fait pour essayer d'améliorer, parce que tout n'est pas rose, il y a des difficultés, que ce soit au niveau des bibliothèques universitaires, au niveau des partenaires, au niveau technique, etc. Et puis, cet aspect rationalisation, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de maintenant de mettre ces revues-là en ligne, ça nous évite de dépenser des milliards pour faire des tirages, etc., et puis qui ne sont pas accessibles. Pour les ouvrages de l'OPU, surtout pour les étudiants, que ce soit en médecine ou ailleurs, vous avez des ouvrages que vous trouvez en exemplaires, de 5, 10 exemplaires qui ne suffisent pas au niveau des bibliothèques. Donc, le fait d'éviter de les reproduire sur papier pour réduire le coût, et puis de les rendre accessibles à l'étudiant, j'espère que prochainement, cette base de données sera ouverte aux étudiants, aux enseignants pour justement leur donner accès rapide. Et puis, sur cette question de valorisation de la production nationale, on est en train de travailler sur les rapports de recherche, on est travaillé sur les contenus des séminaires, etc. Là, c'est des portails qui vont être prochainement ouverts pour accéder à tous les contenus des séminaires et des symposiums, contenus des séminaires et symposiums qui se font en Algérie. Et puis, bien sûr, il y a toujours cet aspect de sensibilisation des acteurs, que ce soit utilisateurs, que ce soit bibliothèque. Et puis, bien sûr, il y a toujours l'aspect amélioration des outils. Je termine par dire que pour la formation, justement, la difficulté, moi, ça fait des années, comme aussi je suis spécialiste de l'enseignement à distance, j'ai une double casquette, depuis 1985, je travaille sur la question de l'IST. Vous voyez un peu ce qui a été fait, tous ces projets-là sont passés par le département. Et puis, la formation en ligne, moi j'ai toujours dit,
et les éditeurs maintenant, Corona me donne raison, c'est que la formation, comme elle se faisait, il y a beaucoup d'efforts de la part des éditeurs et puis de la part du CIRIS, des établissements pour faire des formations aux utilisateurs pour leur permettre de mieux maîtriser, mieux exploiter les bases de données, mais on avait des difficultés parce que trouver la date où le formateur peut venir, trouver la date où les gens peuvent être disponibles. Et ça fait quelques années quand même que je pose le problème de la formation en ligne. Et maintenant, réellement, on a vu dans cette situation, si on avait toutes les formations, les ateliers qui se faisaient en présentiel, s'ils étaient mis en ligne, mais en ligne dans les normes, pas en ligne comme on est en train de faire dans certaines universités, on met un fichier PDF sur la plateforme et on parle de formation en ligne. Non, c'est une formation comme elle se passe en atelier, avec des activités, avec des vidéos, etc. Donc, nos efforts maintenant, ils sont axés sur le développement des formations sur l'utilisation des bases de données en ligne, et ça permettrait à l'utilisateur de se former, de bien se former sur l'utilisation des bases de données et des services, tout en étant chez lui dans le temps qui lui convient. Voilà, je m'excuse d'avoir un peu débordé sur le temps et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Beyrouk, pour votre présentation informative et pédagogique. Si vous me permettez, il y a quelques questions sur la partie questions et réponses ici. Pour avoir accès et pour avoir un compte sur SNDL et pour avoir accès sur les plateformes, que recommandez-vous pour les participants qui veulent avoir un compte sur SNDL et aussi avoir accès sur les plateformes? Oui, bien sûr. On avait dit, il y avait le guichet unique qui vous permet d'accéder aux plateformes. Et nous, pour faciliter la tâche, on a donné ce qu'on appelait un compte administrateur au niveau de toutes les bibliothèques universitaires. C'est-à-dire que normalement, vous êtes doctorant, vous êtes en master, vous êtes en 5e année ingénieur, vous êtes en médecine, 4e année, 5e année, etc. Vous êtes en doctorat, vous êtes enseignant-chercheur. Il suffit de vous adresser à votre bibliothèque universitaire, il vous donne un compte tout de suite. Il n'y a aucune condition, il suffit de montrer que vous êtes une des catégories qu'on a citées. On leur a donné un compte administrateur pour vous ouvrir des comptes. Maintenant, dans la situation actuelle, moi, j'ai donné ordre à mes services de recevoir vos demandes avec une pièce justificative pour vous ouvrir un compte parce que les bibliothèques ne travaillent pas. Donc, c'est facile. Soit vous allez sur votre bibliothèque dans les conditions normales. Maintenant, dans les conditions qui courent, vous pouvez écrire un message au service avec une copie de votre certificat de scolarité ou votre pièce justificative que vous êtes enseignant ou chercheur, parce qu'on ne peut pas recevoir comme ça une demande anonyme, et on vous ouvre un compte tout de suite. Avec ce compte-là, vous pouvez accéder à toutes les plateformes, au contenu de toutes les plateformes, à travers le guichet SNDL. Merci beaucoup, M. Beyrouk, pour votre réponse. Donc, la présentation suivante est aussi riche en contenu pour les chercheurs qui veulent bien s'informer sur la rédaction scientifique. Je donne la parole à Dr. Adel Bouchrani pour s'introduire et vous guider dans sa présentation. Voilà, je partage le... Est-ce que tout le monde voit ma présentation? C'est bon? Oui, on a reçu beaucoup de oui. Voilà, très bien. Très bien. Donc, bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc, je vais vous parler de la rédaction d'un article scientifique. Donc, le plan, je vais commencer par dire pourquoi on doit publier, hein, quelles sont les clés de succès d'une bonne rédaction, quelle est la structure d'un article scientifique, comment on doit choisir le journal cible. On va parler du scénario que vous devez avoir, la démarche que vous devez avoir dans votre article. On dira un mot pourquoi souvent certains articles sont rejetés. Je vais juste parler brièvement du plagiat, qui est un problème. Et ensuite, je donnerai des conseils comment
organiser l'article et comment commencer. Voilà. Alors, donc, pourquoi publier? Ben, tout simplement, n'importe quelle idée que vous ne… Si vous avez une idée que vous ne partagez pas cette idée-là, et ben cette idée ne va pas exister. D'accord? Donc, pour qu'une idée existe, c'est aussi grande qu'elle soit, il faut qu'elle soit partagée. Et donc, tout travail de recherche non publié est incomplet. Mais aussi, c'est que si on est chercheur académique, si on ne publie pas, on n'existe pas. Pour exister, il faut publier, c'est-à-dire notre production scientifique, pour qu'elle puisse exister, qu'on existe, qu'on soit visible, il faut publier. Sinon, ça… Et aussi, la publication, quand vous faites votre recherche à la base de références, d'articles, etc., vous devez vous aussi communiquer cette recherche-là dans le but de faire avancer la science pour le bien de l'humanité. D'accord? C'est ça l'objectif de la publication. Ce n'est pas uniquement je vais faire une publication pour pouvoir se tenir. C'est tout chercheur académique doit publier. C'est sa production. D'accord? C'est comme le médecin soigne des malades, le chercheur publie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un article à impact factor important, high impact factor? Alors, c'est des journaux qui sont fréquemment cités, sont très cités et souvent considèrent que l'information dans ce type de journaux sont exactes et fiables. Le contenu de des articles publiés dans ces journaux-là sont évalués par des experts. Et puis, vous avez des exemples, des titres d'Elsevier, de Willy, de Nature, de Science. Vous avez aussi les journaux de I3E, I3E Transaction. Alors, pour ce que c'est un impact factor, je vous invite de visiter la web TV du CERIST et de voir la dernière conférence du professeur Hassan Belbachir sur la webiométrie. Et là, il explique très, très bien ce que c'est un journal à impact factor. Alors, pourquoi on doit publier dans ce type de journaux? Eh bien, tout simplement pour qu'on soit cité. D'accord? C'est pour que notre production soit visible, pour que les gens puissent l'utiliser. C'est-à-dire, si je vais publier dans un journal que personne ne lit, que personne n'utilise, il y aura du mal pour que je communique ma recherche. Voilà, donc il faut publier. Donc, en publiant dans ce type de journaux, il est beaucoup plus probable d'avoir nos articles cités, donc utilisés. Aussi, il y a la satisfaction personnelle, c'est-à-dire ça nous permet d'être reconnus comme experts lorsque vous avez votre travail qui est cité. Et aussi, certains le considèrent aussi comme un ticket pour la mobilité. Ça, plus vous publiez, plus vous êtes cité, etc., et bien, vous allez être invité par des laboratoires de recherche dans le monde, dans les universités, etc. Aussi, du point de vue de votre institution, et bien, ça permet de donner une visibilité à votre institution et d'améliorer son classement. Alors, les différents types de documents, c'est classique, beaucoup d'entre vous connaissent ça déjà. Donc, il y a les articles de recherche que vous allez présenter les résultats propres de votre recherche. Ce type d'article a une audience spécifique, d'accord? C'est-à-dire, si vous publiez dans un domaine spécialisé, ça sera les gens dans ce domaine spécialisé qui vont avoir plus accès ou qui vont plus utiliser votre article. Il y a aussi un autre type d'articles, c'est les articles de review qui concernent qui ont une audience beaucoup plus importante, ils utilisent beaucoup de références et souvent c'est une compilation d'autres travaux sur un même sujet.
Il y a aussi des publications plus rapides, hein, dont l'évaluation est rapide. C'est ce qu'on appelle les letters ou les notes, et qui vont de une page à 4 pages. Et souvent, on reporte dans ces lettres une idée originale, hein, qui sera développée beaucoup plus par la suite dans d'autres articles. Alors, quelles sont les clés de succès? Ben, tout d'abord, c'est clair, c'est que quand vous faites de la recherche, il faut obtenir des résultats de très bonne qualité, hein, de votre recherche. Il faut beaucoup lire, hein. Donc, il faut régulièrement lire dans son domaine, hein, les articles qui sortent, les nouveautés, etc. Il faut comprendre l'état de l'art, d'accord, de votre domaine. Ça va faire de vous un spécialiste, hein. Bon, la rédaction académique, on peut la voir comme une science, hein, qui peut être appris, hein, et comme on dit que personne n'est né écrivain, hein. Donc, même si on a des difficultés au début, eh ben, il ne faut pas abandonner. Et un message pour les directeurs de thèse, c'est que il faut pas, au début, il ne faut pas laisser l'étudiant, hein, surtout si c'est son premier article, d'écrire l'article tout seul. D'accord? C'est la meilleure façon de se faire rejeter. Alors, quand on commence à rédiger, il y a il faut avoir toujours en tête les tâches des évaluateurs, des reviewers. Quelles sont les questions qui vont se poser? Alors, ils vont se poser des questions sur le contenu, d'accord? Est-ce qu'il contient assez de matériel à l'intérieur? Est-ce qu'il y a assez d'idées de travail? Est-ce que le topic est en adéquation avec le scope du journal, hein? On ne va pas publier un journal d'automatique, hein, dans un journal, disons, de microélectronique. Alors, il faut se poser la question, est-ce que la présentation est concise et bien organisée? Est-ce que les méthodes et les expériences reportées dans votre article peuvent être reproduites? Est-ce que les résultats sont adéquats avec les hypothèses que vous avez posées dans votre article? Est-ce que la discussion est pertinente, concise et bien documentée? Est-ce que la conclusion, hein, supporte les données présentées? Est-ce que la langue est acceptable? Et ça, c'est un très grand point lorsqu'on doit rédiger en anglais. Ah, il y a pas, et là, il faut faire corriger votre article par des gens qui ont l'habitude d'écrire en anglais. Mais il faut, alors ce que je dis souvent à mes étudiants, il ne faut jamais écrire en français et après traduire. Il ne faut jamais faire ça. D'ailleurs, même avant, hein, je pense que votre génération, mais les générations passées, pour commencer à faire leur recherche, prennent l'article en anglais et le traduisent en français pour commencer à travailler. C'est très, très mauvais. Il ne faut jamais faire ça. Il faut au fur et à mesure apprendre. Hein, je vais lire un article, je vais comprendre au début en anglais, disons 5%, je le relis, ça sera 10%, etc., etc. Et quand je bute sur certains mots, et bien là, je vais voir le dictionnaire. Ensuite, il y a les figures, les tables, les références. Est-ce que les références sont pertinentes? Est-ce qu'ils sont à jour, etc. Ce sont toutes ces questions-là qu'on doit avoir en tête lorsqu'on commence à rédiger, parce que ce sont les questions que les évaluateurs vont se poser. Alors, la structure d'un article scientifique, ben, c'est classique. Donc, ça commence par une introduction, il y a la méthode, les résultats et les discussions. Donc, dans l'introduction, vous allez dire qu'est-ce que vous faites, hein, par rapport à d'autres, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi vous le faites, d'accord? La méthode, c'est de dire comment vous le faites. Les résultats, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé. Et les discussions,
tout ça, c'est quoi? Tout ça, il faut l'expliquer, quoi. Alors, bien sûr, tout article commence par un titre, un abstract et des mots-clés. Alors, comment choisir le journal? Eh ben, c'est en étudiant les articles que vous avez cités, que vous avez utilisés dans votre manuscrit. Et souvent, la plupart des articles, lorsque vous êtes dans un domaine, sont concentrés sur un ou deux journaux. Il faut lire les publications récentes de ces journaux-là et déterminer les sujets d'actualité. Alors, le scénario, c'est-à-dire lorsque votre article, votre papier doit avoir un scénario clair, c'est-à-dire le message ou l'idée ou ce que vous faites doit être clair. Et pour ça, il faudra qu'il traite pas plus d'un ou deux problèmes. D'accord? Des fois, on trouve des articles, ils mélangent tout, ils mettent tout en même temps. Il faut avoir une problématique, un problème bien précis qu'il faut résoudre. D'accord? Un ou deux, pas plus. Parce que lorsqu'il y a beaucoup, eh ben, il y aura une confusion pour le lecteur. Et une fois le thème ou la problématique, la question à résoudre a été sélectionné, eh ben, ça va être la direction de cet article-là. Donc, il faut construire un genre de scénario autour de cette question-là où les hypothèses et les objectifs doivent être très bien articulés. Et à la fin, à la fin de l'article, il y a un message qu'on délivre. Et ce que je veux dire aussi, c'est que des fois, il y a des étudiants, ils essayent d'écrire un article où ils mettent toute leur thèse. Ils pensent que la thèse, c'est la publication. Non, on publie un résultat original. Et je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure. Alors, pourquoi les articles sont rejetés? Ben, tout d'abord, avant de dire ça, tout d'abord, c'est notre big deal, là, c'est pas un problème lorsque on a un article qui est rejeté, hein. Et plus, moi, je dis toujours aux étudiants que des fois, pour nous, c'est positif qu'un article soit rejeté. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir des commentaires qui vont permettre d'améliorer notre recherche, d'accord? Et d'aller plus loin, d'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas vivre le rejet comme un échec. D'ailleurs, plusieurs prix Nobel ont eu leurs articles rejetés. Alors, souvent, souvent l'article est rejeté par manque d'originalité, de nouveauté. C'est-à-dire, des fois, c'est pas très clair la nouveauté dans votre travail, dans l'article. C'est pas très clair, on n'arrive pas à le voir. Et si on arrive à le définir, eh ben, on n'arrive pas à donner les principes qu'il y a derrière cette idée-là. Et ensuite, on ne compare pas assez ou d'une façon claire par rapport aux autres travaux qui existent. D'accord? Et aussi, il faut dire, on ne trouve pas qu'est-ce qui est spécial de cette idée-là. Donc, il faut avoir en tête l'histoire de l'idée, le comment, l'unicité par rapport à ce qui existe, l'être unique, et le mérite de votre idée. Voilà. Maintenant, je parle rapidement, sans insister, sur le plagiat. C'est un fléau. C'est l'honnêteté scientifique aussi. Bon, des fois, bon, à l'époque, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était moins sévère parce qu'il n'y avait pas les outils de détection de plagiat. Donc, des fois, si j'ai une définition que j'ai utilisée dans un article, je peux la reproduire. Ce n'est pas du plagiat parce que c'est la même définition, etc. Mais maintenant, avec les outils de software automatique de détection de plagiat, donc il faut faire attention à sa rédaction, d'accord? Et il faut citer toutes les références que vous avez utilisées dans l'article. Et si vous utilisez un nombre important
d'écrits, d'illustrations d'autres personnes, ben, il faut tout simplement leur demander leur autorisation. Voilà, ça c'est en général. Alors, les journaux, comment ils détectent le plagiat? Ben, par le similarity check. Donc, ils utilisent des softwares, hein, et des fois, c'est-à-dire des fois, les softwares comparent surtout le texte, les équations, les références, etc. Et l'information aussi peut venir des évaluateurs et des éditeurs. Alors, le plagiat a des conséquences très néfastes. Eh bien, bon, les articles, c'est clair, ils vont être retirés du journal. Les auteurs vont être bannis de publier dans ce journal et même peut-être dans d'autres journaux aussi. Ils vont être placés dans une liste noire, en quelque sorte, une watch list, hein, où dans leur future soumission, ben, leur soumission va être examinée d'une façon beaucoup plus précise. Alors, maintenant, quand est-ce qu'il faut commencer? Ben, tout simplement, le plus tôt possible. Alors, pour les doctorants, je leur conseille de compiler régulièrement des notes sur la littérature de ce qu'ils ont lu et de prendre l'habitude d'écrire, hein, des petits bouts chaque jour. Et dès que, hein, les résultats commencent à arriver, hein, ils doivent penser à publier. Et les directeurs de thèse et les encadreurs doivent encourager, hein, leurs étudiants à commencer à publier dès qu'ils remarquent un contenu publiable. Et sur ce point-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, il y a certains doctorants, pour publier, ils veulent terminer leur projet de recherche. Ah, je n'ai pas terminé, je n'ai pas fait ça. Non, la publication, c'est on publie un résultat, pas exactement, pas un produit, pas un truc final. C'est-à-dire, dès qu'il y a un effort intellectuel qui a été fait, une idée originale, un résultat intéressant, on peut le publier. Et après, c'est comment le présenter. D'accord? Comment on va le présenter, comment on peut faire un peu plus de simulation, de données ou d'expérience, etc., etc. Bon, je parle de simulation parce que je suis dans le domaine du traitement de signal. D'accord? Donc, dès que j'ai une originalité par rapport à la littérature, ben, il faut penser à la publier. Il ne faut pas attendre à ce que tout le projet soit fini. D'accord? Alors, les questions qu'on doit se poser, bon, avant de commencer, c'est clair, les questions concernant le problème. Est-ce que le problème qu'on traite est important? Ça, c'est important aussi, hein. C'est-à-dire, des fois, quand on publie dans un domaine ou un sujet d'actualité, eh ben, les gens sont beaucoup plus intéressés que lorsqu'on va publier sur des sujets très vieux, hein, des fois, il n'y a pas d'intérêt, ça n'attire pas l'attention. Et même que. Donc, c'est bien d'être. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut lire souvent, hein, et suivre l'état de l'art et le comprendre pour savoir les tendances et contribuer à l'avancement de la science. Alors, est-ce qu'il est pertinent, ce projet-là, ce problème-là? Alors, l'idée, est-ce qu'elle est nouvelle, hein? Elle est différente des autres, etc. Est-ce que les résultats que j'ai trouvés, est-ce que ma méthode ou mes approches sont supérieures au travail qui a déjà existé? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas une dimension spéciale, hein? Parce que, par exemple, je peux trouver une solution, hein, qui n'est pas performante. Il y a d'autres solutions qui sont meilleures, mais ma solution est plus simple par rapport à une autre solution qui est meilleure, mais qui est plus compliquée, qui va être plus chère. Là, je peux orienter, hein, ma publication, mon travail sur cet aspect-là de simplicité. C'est ce cadre de dimension. Alors, pour commencer un article, là, donc on doit d'abord considérer un article comme un projet, hein. Et je ne sais pas si dans
en tout cas à l'école polytechnique, au département électronique, on a un module qui s'appelle gestion de projet, d'accord? Donc, c'est très important de considérer l'article comme un projet, rassembler toute la doc, l'équipe, préparer un calendrier, demander des conseils à des experts et avoir l'opinion et poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de publier ce travail-là ou pas? Essayer d'avoir des collaborateurs pour partager des données, de l'information. Et si c'est nécessaire, pourquoi pas ne pas inviter des co-auteurs. Alors, pour le planning, s'il y a plusieurs auteurs, hein, vous pouvez faire un brainstorming, une session de brainstorming, et commencer par mettre sous forme de PowerPoint les idées. Hein. Une fois qu'il y a convergence, commencez à mettre le plan, hein, à construire le plan de votre article et vous focaliser, hein, sur l'objectif principal de l'article, d'accord, et voir quels sont les points importants pour chaque section, hein, de votre rédaction, et déterminer les diagrammes, les équations, les tableaux, les graphes, etc., que vous devez inclure dans votre article, et aussi estimer, hein, l'espace pour chaque section. Il faut faire attention aux articles auxquels vous allez publier. Il y a certains, aux journaux où vous allez publier. Il y a certains journaux où c'est limité. D'accord? Des fois, vous êtes en train de rédiger, vous vous retrouvez à 20 pages et le journal n'accepte que 10 pages. Hein? Eh ben, pour réduire, ça va être difficile. Mais c'est bien de le faire au début. Bien sûr, ensuite, vous décidez qui fait quoi. Alors, concernant le formatage des articles, bon, je conseille, hein, moi, je suis dans le domaine de l'engineering, d'accord? Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont en electrical engineering, etc. Je vous conseille le LaTeX, hein, qui produit, c'est un software, hein, qui produit des documents professionnels, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne formatez pas lorsque vous êtes en train d'écrire. Vous écrivez dans un fichier texte quelconque et vous allez rentrer des commandes, hein, pour indiquer, hein, comment le texte va être stylé. Et c'est le software qui va générer automatiquement la version finale. Alors, le LaTeX gère très, très bien les équations. Hein. D'ailleurs, c'est surtout ça, hein, c'est surtout les équations, il les gère vraiment très, très bien. Et bien, une fois que vous êtes habitué, vous commencez à taper vos équations au clavier avec des commandes, hein, qui indiquent le formatage correct. Et c'est le software qui s'occupe d'avoir la version, hein, sur votre papier. Alors, ce qu'il faudra savoir aussi, bon, le LaTeX peut compiler ou générer automatiquement les référents et les index. Et un autre avantage, c'est qu'il est gratuit. Alors, la séquence de publication, hein, la séquence pardon, pas de publication, de rédaction, ou l'ordre de rédaction plutôt, on commence toujours par rédiger les résultats et les analyses, hein, de nos résultats. Ensuite, on rédige, on explique le processus de recherche, hein, comment on a obtenu ces résultats-là. Ensuite, on parle de la théorie, d'accord, qui nous a permis de conduire ces recherches-là. Et bien sûr, de façon concise, hein, ce que je dis souvent aux étudiants, l'article, d'ailleurs même une thèse, hein, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un cours. Donc, vous donnez juste les notions de base d'une façon très, très brève pour que celui qui n'est pas vraiment spécialiste peut suivre votre article ou votre thèse. Et c'est là, hein, lorsque vous avez terminé toute cette partie de l'article, que vient l'introduction. Donc, l'introduction, on la rédige à la fin avec la conclusion et le titre.
Puis, il faut réviser, policher et faire des relectures autant que possible. Voilà. Et là, je vous conseille 2 documents que vous allez trouver sur le… Alors, le premier, c'est « How to get your research published and then noticed ». C'est un document que vous allez trouver sur le site de Elsevier. Voilà. Oui, et il y a un autre document que vous trouverez sur le site de I3E, c'est « How to write for technical periodicals and conferences ». Voilà, donc ce sont 2 documents très intéressants qui vont vous aider non seulement à publier, mais même à la démarche de faire de la recherche. Voilà, donc je termine en vous souhaitant tout le succès pour vos prochains projets de rédaction d'articles et bon courage à tous. Voilà, et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Dr. Adel Belouchrani, pour votre présentation assez pédagogique et informative aussi. Et est-ce que vous me permettez de lire quelques questions? Ah, bien sûr. OK. What is the permissible percentage of plagiarism? 15% or less? Actually, it depends. It depends on each journal or conference they cited. Actually, sometimes is 20%, 80%. It depends. But if it's more, it is becoming really questionable when it's more than 40%. We start to ask questions. It means sometimes it depends. It means each journal or each conference tell you what is this percentage, and actually sometimes is less than 20, if I can say. Merci. Est-ce que vous avez des astuces pour les participants pour augmenter la chance d'accepter leur article? Alors, il y a le travail. Il faut travailler. Voilà. Je pense que j'avais cité, c'est-à-dire il faut d'abord lire. Il faut beaucoup lire, c'est-à-dire qu'il faut lire beaucoup les articles. Ça vous donne une idée comment les articles sont faits, donc comment les rédiger. L'anglais ou la langue de l'article doit être très… c'est un facteur important parce que lorsque le reviewer reçoit un article, même si l'idée elle est originale, mais c'est tellement mal écrit, ils n'arrivent pas à suivre, il ne va pas perdre son temps. D'accord? Parce que même, il faut penser aussi le système de reviewing, comment il se fait. Les reviewers, lorsqu'il est nouveau, il passe le temps, il passe une semaine avec l'article parce que c'est un nouveau reviewer, évaluateur. Mais avec le temps, il passe en moyenne pas plus de 2-3 heures, ça dépend par l'article. Et des fois, ils lisent l'article si ça les intéresse, ça intéresse, etc. Donc, la forme, elle est très importante. L'originalité, elle est très importante. Et même dans la présentation, il y avait pas mal de conseils pour réussir. Mais ce que je dis, c'est que s'il est rejeté, il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire il faut apprendre de ça et demander ailleurs. Mais le plus souvent, ce que j'ai remarqué pour les articles en Algérie, je pense, souvent le rejet, c'est à cause de la langue. Le rejet, c'est la malrédaction. Voilà, le plus souvent. Le plus souvent. Voilà. Une autre question? Une autre question, un mix de l'anglais avec le français. Qu'en pensez-vous des publications dans des journaux that don't offer peer review, qui n'offrent pas l'évaluation par les pairs? Je ne connais pas. D'habitude, tous les journaux, je ne connais pas. Moi, les journaux que je connais, tous les journaux de recherche, c'est les journaux qui ont un système d'évaluation. Donc, c'est par les pairs. C'est-à-dire là, on parle de journal où on publie son évaluation. Bon, je ne connais pas. Bon, c'est la personne peut nous donner plus… la personne qui a posé cette question, s'il veut revenir sur ça. Mais je ne connais pas de journaux, je dis bien scientifiques,
qui publie son… Sinon, il y a les archives. Il y a les archives, il y a des plateformes où vous pouvez archiver, publier votre article. Il n'est pas évalué et vous pouvez en faire référence. Oui, une autre. What about the structure of review and letter notes manuscripts? The structures. Structure. Okay. Yes. Okay. Okay. The structures is actually it's same structure of any paper. You still have this introduction, and then the review of the approach, and then you can give several approaches, and then comparison with them, the reply to this or the answer to these questions, it depends on the field. It means each field has its form of the structure of the paper. And the best way to do this, when you would like to publish a review paper in a particular journal, you need to go to this journal and take an example of the review papers that are published there, and use their structures and get inspired from them. I published an article in English, and then my supervisor asked me to rewrite it in French with some changes to send it to another review. Is this plagiarism? Yeah, if your paper got published in English and then you write it in French or in Arabic, this is plagiarism. I call this plagiarism. Of course, yeah, sure. It means if you wrote your paper in English, okay, and then for some reason you decide to publish it in another language, so you translate it to this new language and you submit it, and the English version you keep it for you. This is not this is clear. But if you publish the same paper with different languages in different journals, this is plagiarism. This is clear. Peut-être la dernière question. On a beaucoup de questions. Désolée, on ne peut pas répondre aux 110 ou bien 120 questions qu'on a reçues. Mais la dernière question, quel est le meilleur, lire les articles ou bien les livres? Ben, les deux. Alors, les livres, ça vous permet d'avoir les fondamentaux, les bases, etc. Et les articles, ça vous permet de rester en connexion avec l'état de l'art et ce qui se fait dans votre domaine. Donc, il faut privilégier les deux. Voilà. C'est-à-dire le journal, le livre, il vous permet d'avoir les fondamentaux, les bases. Et même, je vais aller encore beaucoup plus loin. C'est que même il y a des livres où il y a des exercices. Et ben, si c'est dans votre domaine, et ben, je vous invite de faire même les exercices, hein, même si vous êtes doctorant ou vous êtes déjà un professeur ou vous êtes déjà, je ne sais pas moi, enseignant, etc. Même ces exercices-là, lorsque vous étudiez une problématique bien définie, hein, pour entrer, pour les livres, c'est très intéressant. C'est très, très, très bien. D'ailleurs, au début d'une thèse, il faut privilégier aussi la lecture des livres de base de votre domaine. D'accord ? Et ensuite, il y a les articles, bien sûr, il faut lire les articles parce que c'est eux qui vont vous dire quels sont les topics d'actualité, etc. Parce que il y a des choses que vous n'allez pas trouver dans les livres, vous allez les trouver dans les journaux, et c'est dynamique. Voilà. Merci beaucoup, Dr Aidel Belouchrani, pour votre contribution très riche en contenu pour la formation d'aujourd'hui. Merci. Et pour, parce qu'on a, oui, on a aussi, voilà, on n'a pas, vous avez raté de présenter cette diapositive, donc je vais la faire pour vous. Donc, Dr Aidel Belouchrani
est un grand chercheur, un professeur à l'École nationale polytechnique, EMP. Il a reçu beaucoup de citations, comme vous trouvez sur voilà, la diapositive, plus de 7800 selon Google Scholar et plus de 4490 selon Scopus et plus que 3300 fois selon Web of Science. Il a publié plus que 200 publications techniques, incluant des 64 articles de revue et des 4 chapitres de livres et 4 patents. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Dr. Aidel Belouchrani. Et voilà, on espère vous avoir aussi dans des prochains webinaires, puisqu'on a eu beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions pour vous par les participants aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde et thank you to all the attendees. Merci beaucoup à tout le monde. Et صحة فطوركم. Avant de commencer, un aperçu général et la troisième et la dernière présentation d'aujourd'hui sur Sciences Directes. Je voudrais vous présenter quelques statistiques sur Elsevier et sur la publication en Algérie. Elsevier, à l'échelle mondiale, a une part des publications de 18% de toutes les publications évaluées par les pairs au monde, tandis qu'une part de 26% de toutes les citations reçues dans le monde, toujours pour tout ce qui est littérature évaluée par les pairs. Ce qui signifie une publication de qualité exceptionnelle qui attire de l'attention ainsi que la plus grande part de citations parmi les différents éditeurs. Un aperçu sur la publication algérienne et le rôle d'Elsevier dans ce sens. Vous pouvez voir sur la diapositive 3 cercles. La première cercle à gauche, le pourcentage de publications algériennes avec Elsevier dépasse le 21% de toutes les publications algériennes, plus que les autres éditeurs et aussi plus que le pourcentage d'Elsevier à l'échelle mondiale. Pour les références, la deuxième cercle, un taux de 37% de toutes les références des publications algériennes sont basées sur les publications d'Elsevier. Tandis que 49% de toutes les citations reçues par les publications algériennes sont reçues par des chercheurs publiés avec Elsevier sur la troisième cercle pie chart à droite. Ce qui signifie vraiment que la recherche scientifique algérienne s'est appuyée pendant de longues années sur son partenariat avec Elsevier. En 2019, 19% de toutes les publications des auteurs algériens étaient publiées dans des revues d'Elsevier. Aussi, en 2019, 22% de toutes les références des auteurs algériens étaient basées sur des articles publiés par les revues d'Elsevier. 48% de toutes les citations reçues par les auteurs algériens en 2019 étaient reçues par leurs articles publiés dans les revues d'Elsevier. Nous apprécions votre partenariat de confiance et nous cherchons à améliorer nos services pour mieux soutenir la recherche scientifique algérienne. On passe sur un aperçu général sur Sciences Directes. Sciences Directes, c'est une plateforme pour explorer la recherche scientifique, technique et médicale. Alors,
Quoi de nouveau sur Sciences Directes? Beaucoup plus que des PDF. La plateforme Sciences Directes vous assure de rester en tête. Il y a aussi les pages thématiques. Et il y a plus de 99 millions de pages thématiques vues par des chercheurs dans le monde en 2019. Les utilisateurs ici visitent également ces thématiques des moteurs de recherche comme Google. La page thématique est maintenant la deuxième des pages les plus visitées sur Sciences Directes. Pour une liste de thématiques, veuillez consulter le lien au-dessous, sciencesdirect.com/topics. Sur Sciences Directes, vous pouvez avoir une meilleure façon d'avancer avec les thématiques, avec les pages thématiques, pour avoir une meilleure valeur analytique, un meilleur flux de travail et aussi pour avoir les livres et les revues travaillant ensemble. Les pages thématiques de Sciences Directes aident les chercheurs à découvrir des informations contextuelles et critiques au sein de leur recherche. Donc, sur la page thématique, vous allez trouver des courtes définitions, des termes connexes et des extraits du contenu pertinent du livre. Donc, ces pages thématiques permettent une intégration rapide à de nouveaux sujets lors de recherches interdisciplinaires et offrent un outil facile et interactif pour les étudiants et les chercheurs qui apprennent un nouveau concept ou bien comprennent un article de revue. Sur Sciences Directes, vous pouvez avoir une recherche plus efficace. Donc, vous pouvez avoir les données, les images et les autres visuels plus faciles à découvrir et à évaluer. Vous pouvez maintenant avoir des graphiques interactifs, des cartes Google Maps, des modèles 3D et des microscopes virtuels. Il y a aussi le lecteur amélioré qui offre une expérience de lecture en ligne plus facile. Donc, sur le lecteur amélioré, vous pouvez avoir une capacité de lecture en ligne qui offre une expérience de lecture intégrée, sociale et personnalisée à tous les utilisateurs, chercheurs et étudiants d'Elsevier. À commencer par Sciences Directes, on rend le PDF avec des améliorants et des améliorations contextuelles telles que des auteurs et des références liées, ajoutées à la bibliothèque Mendeley et affichage annotation de figures. Vous pouvez aussi avoir sur le lecteur en ligne des recommandations, comme vous voyez sur la diapositive à droite, des recommandations des articles, que ce soit des recommandations basiques qui sont basées sur les mots-clés ou bien des recommandations améliorées et personnalisées selon vos désirs et selon votre compte sur Sciences Directes et vos choix. Vous pouvez avoir aussi sur le lecteur en ligne les vidéos qui sont publiées avec les articles par les auteurs. Donc, vous pouvez aussi voir les vidéos et mieux comprendre le contenu de l'article. Vous pouvez télécharger les vidéos, télécharger les graphiques, télécharger les images et les figures et les tableaux en pleine résolution pour les intégrer dans votre recherche, bien sûr, après les avoir référés ou mettre dans votre liste de références. Pour avoir accès à Sciences Directes en Algérie, s'il vous plaît, consultez les liens qu'on a mis dans le chat pour avoir accès à travers le SNDL à notre plateforme